Dans les années 1940, deux physiciens du nom de Bloch et Purcell découvrent chacun de leur côté le principe de la résonance magnétique nucléaire qui sera indispensable au développement de l'imagerie par résonance magnétique. L'IRM permet de visualiser avec une grande précision des organes et des tissus mous dans différents plans de l'espace. Pour comprendre son fonctionnement, intéressons-nous au principe sur lequel il repose, l'ARMN. Elle consiste à étudier le moment magnétique de spin d'un atome, celui d'hydrogène dans la grande majorité des cas, et les transitions entre les niveaux d'énergie, le tout sous l'influence d'un champ magnétique. Prenons un système composé d'atomes de spin 1,5 plongés dans un champ magnétique B0, le champ magnétique terrestre, uniforme et constant. Le système est dans son état d'équilibre, c'est-à-dire que le moment magnétique M de chaque atome est dirigé selon B0. Lorsque l'on y applique un champ B1 orthogonal au champ B0, les spins vont s'exciter pendant une durée T1 et le moment magnétique va tourner d'un angle θ, ici π sur 2. À la fin de cette excitation, l'aimantation du système va revenir à son état d'équilibre en précession autour de B0 pendant une durée T2, c'est la relaxation. C'est lors de cette étape que l'on va pouvoir tracer notre signal FID qui caractérise notre signal RMN que l'on va revoir plus loin. Revenons donc sur l'IRM. On peut voir ici les différentes parties de ce dernier. Il y a tout d'abord l'aimant. C'est ce dernier qui permet de générer un champ magnétique assez puissant. Il est généralement de l'ordre de 1 à 3 Tesla. Il y a ensuite une bobine de radiofréquence. Cette dernière permet de mesurer les champs présents à l'intérieur d'elle et sert également quelquefois à produire des petits champs magnétiques afin d'observer des petites zones plus précises. Finalement, il y a la bobine de gradient. Cette dernière sert à se repérer dans l'espace. En effet, on crée des voxels virtuels, qui sont des pixels en 3D, comme on peut le voir ici. Cette bobine sert, entre autres, à modifier le champ magnétique sous la forme d'un gradient. Ainsi, la fréquence est modifiée grâce à la formule oméga égale B gamma. On peut donc grâce à cela se repérer sur l'axe X. Pour ce qui est de l'axe Y, on réapplique le même principe en modifiant cette fois la phase. Ces mesures sont réalisées par une antenne de radiofréquence située dans la bobine de radiofréquence. Ainsi, le système sait quelles données retenir pour l'imagerie et surtout où elles sont situées. La reconstruction d'une image IRM peut se faire en deux étapes. La première étant l'encodage. Une partie de l'objet est excitée par l'impulsion sélective. L'information spatiale peut être encodée dans le signal durant la précession. Le signal émis par l'objet étant un signal exponentiel, on obtient le signal FID dont une portion dsx et de t issue d'une tranche entre x et x plus dx peut se mettre en notation complexe sous la forme dsxt est égal à e de t facteur de ρ x facteur de exponentiellement j oméga de xt dx, où ρ de x est la distribution ou densité linéaire de spin au point x et e de t une fonction enveloppe. L'encodage en fréquence rend la fréquence du signal émis par l'objet dépendante de manière linéaire de sa position spatiale selon l'équation kx est égal à gamma gxt sur 2pi, gx représentant l'intensité du gradient de fréquence recueilli dans chaque voxel. Pendant l'encodage, on effectue donc un découpage en XY afin d'obtenir un plan de coupe. L'équation du signal revient à construire un espace dont les coordonnées sont des fréquences spatiales. Nous venons ainsi de créer un espace appelé espace K ou espace de Fourier. En effet, cette équation correspond à l'expression mathématique de la transformée de Fourier des aimantations locales que nous recherchons. On vient donc d'acquérir la transformée de Fourier de cette image, ou donnée espace K. La transformée de Fourier inverse va nous permettre d'obtenir les aimantations à chaque position, c'est-à-dire ce genre d'image en nuances de gris. Nous avons réalisé une expérience afin de mettre en évidence le phénomène de résonance magnétique nucléaire. Lors de cette expérience, nous avons déterminé la constante de temps T2, correspondant au temps de relaxation transversale. Pour cela, on utilise le champ magnétique terrestre B0 pour orienter les moments magnétiques présents dans l'échantillon liquide. On a homogénéisé ce champ magnétique terrestre à l'aide de deux bobines, pour éviter les erreurs de mesure liées aux interactions extérieures. On a ensuite entraîné un phénomène de RMN à l'aide du champ magnétique B1, induit par la bobine émettrice. C'est la phase d'excitation. Lorsque l'émission du champ magnétique B1 est interrompue, le système va restituer l'énergie absorbée pour retourner à l'état d'équilibre de départ. C'est la phase de relaxation. On va ensuite mesurer à l'aide de la bobine réceptrice le temps T2. Nous avons trouvé pour ce liquide T2 égal à 76 millisecondes. Grâce au temps T2, on veut déterminer quel élément se trouve dans ce que l'on analyse. C'est pour cette raison
que ce phénomène est utilisé dans le domaine biomédical.